Bonjour à tous mes chers étudiants, on se retrouve dans le cours de travaux d'inventaire et plus particulièrement nous allons démarrer cette semaine le chapitre 3 qui porte sur les dépréciations d'actifs et les cessions d'actifs dépréciés. Dans cette première partie de cours, nous allons aborder la notion de dépréciation en définissant ce concept et en voyant quels sont les actifs qui sont concernés par ces travaux d'inventaire. Ce cours sera décomposé en plusieurs vidéos. Donc tout d'abord dans cette première vidéo, essentiellement les éléments qui sont relatifs à la définition des dépréciations et au pourquoi est-ce qu'on constate les dépréciations. Et ensuite on verra les différents actifs qui peuvent être constatés par les dépréciations, notamment les stocks, les créances, les titres qu'on verra un petit peu plus en détail. Dans la vidéo 5, on verra quel est l'impact des dépréciations sur les documents de synthèse, bilan, compte de résultat et annexes. Et dans la dernière partie de ce cours, on sera amené à étudier les écritures de cession d'actifs dépréciés. Commençons tout de suite par la première partie, à savoir la notion de dépréciation. On se rappelle tout d'abord du contexte, en l'occurrence, on est à l'inventaire. À l'inventaire, je vous rappelle qu'on doit contrôler l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. L'objectif, c'est toujours le même, le bilan doit donner une image fidèle du patrimoine de l'entreprise et le résultat doit être évalué de façon sincère. Dans les premiers chapitres de ce cours, rappelez-vous, nous avons déjà été amenés dans un premier temps à régulariser les stocks, ce qui nous a conduit à remplacer la valeur du stock qu'il y avait dans le bilan, qui correspondait en fait à la valeur du stock final de l'année dernière, qui correspondait en fait au stock initial de cette année, par le stock final, donc calculé à l'inventaire. Dans le deuxième chapitre, nous avons été amenés à constater des amortissements, ce qui vous a permis de constater que dans un bilan, donc certaines immobilisations sont amortissables, elles se consomment irrémédiablement, donc elles perdent de la valeur de façon finalement irréversible, et cette consommation des avantages économiques attendus des immobilisations se constate par des dotations aux amortissements qui vont se cumuler dans le bilan, dans la colonne amortissement, afin de mettre en évidence la valeur nette comptable des immobilisations à la fin de l'exercice comptable. Pour pouvoir contrôler l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine, l'entreprise est amenée à respecter un certain nombre de principes comptables. Donc l'amortissement, par exemple, on pourrait décider de le rattacher au principe d'indépendance des exercices, puisqu'on rattache en fait la consommation de l'immobilisation à l'exercice qui les concerne. Il y a un débat là-dessus, il y en a qui préfèrent le rattacher au principe de prudence, il y en a qui le rattachent simplement à l'idée de donner une image fidèle, mais en tout cas, l'idée c'est de respecter ces principes. Parmi les principes comptables qu'on a étudiés au semestre 1, il y a un principe qui s'appelle le principe de prudence. Rappelons la définition du principe de prudence et expliquons un petit peu cette définition parce qu'il est vrai qu'elle n'est pas toujours aisée à comprendre. Selon le principe de prudence, on dit que la comptabilité est établie sur la base d'appréciations prudentes pour éviter le risque de transfert sur des périodes à venir d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'entité. Qu'est-ce qui veut dire ce principe? Il veut dire que dès qu'on a connaissance d'un élément qui est susceptible de diminuer le patrimoine, alors il faut le constater en comptabilité. Des incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine, ça veut dire diminuer le patrimoine. Donc on applique ce principe en étant prudent, donc il ne faut pas surévaluer en fait le patrimoine de l'entreprise. Donc dès qu'on a connaissance d'un événement qui nous dit ce que vous avez dans votre actif c'est probablement surévalué, eh bien on le constate en comptabilité. En conséquence, les entreprises vont devoir tenir compte à l'inventaire de tout élément qui risque de diminuer la valeur de leur patrimoine. Alors comment est-ce qu'on sait quels sont les événements qui risquent de diminuer la valeur du patrimoine? C'est ce qu'on va voir tout de suite. À l'inventaire, les entreprises vont vérifier sur chacun de leurs éléments d'actifs s'il existe des indices de perte de valeur. C'est un peu comme si elles menaient l'enquête. L'entreprise doit considérer à la fois des indices externes et internes, les deux pouvant être amenés à se combiner. Parmi les indices externes, on va d'abord regarder si certains de nos actifs ont une valeur de marché qui a diminué de façon plus importante que du seul effet de l'utilisation normale. La valeur de marché, c'est la valeur à laquelle le bien pourrait être revendu. Donc, normalement, le bien subit une perte de valeur qui est liée à son utilisation, qui est liée à l'usure. Eh bien, si la machine que l'on a, par exemple,
à une valeur qui a fortement diminué parce qu'en fait ce type de machine n'est plus vraiment d'actualité en fait sur le marché, eh bien c'est un indice de perte de valeur. Deuxième élément, il se peut qu'il y ait des changements dans l'environnement. Donc s'il y a des changements importants qui sont intervenus dans l'environnement technique, économique ou juridique dans lequel l'actif est utilisé, ou sur le marché dans lequel l'entreprise opère, eh bien il se peut que là aussi, votre actif ait perdu de la valeur. Par exemple, vous aviez une machine et puis il se trouve qu'il y a une réglementation juridique qui est parue et qui fait que votre machine, eh bien, il apparaît qu'elle pollue trop. Du coup, votre machine eh bien, a une valeur qui a fortement diminué du fait de l'apparition de cette réglementation. C'est un exemple parmi d'autres, évidemment. Ensuite, vous allez regarder si il y a une augmentation des taux d'intérêt ou de rendement. En effet, il faut imaginer en fait que quand on investit dans un actif, on attend de cet actif qu'il nous procure en fait un certain retour sur investissement. Mais quand on investit dans un actif, finalement, on renonce au fait de placer cette certaine somme d'argent sur un marché financier. Donc si les taux d'intérêt augmentent, en fait, on a le coût d'opportunité. C'est un petit peu comme un calcul de coût, où on calcule finalement ce que nous aurait rapporté le placement de cette somme d'argent sur le marché. Donc quand les taux d'intérêt augmentent, finalement, eh bien, pour que votre actif soit effectivement donne un vrai retour sur investissement, eh bien, il faut qu'il procure un rendement qui soit supérieur à celui du marché. Ensuite, on va passer aux indices internes. Parmi les indices internes, bien sûr, vous avez l'obsolescence ou la dégradation physique. Donc cette obsolescence ou cette dégradation, vous la prévoyez dans le plan d'amortissement, mais il se peut que la dégradation physique a été plus importante que prévu. La machine se soit usée plus rapidement que ce que vous aviez évalué. Par ailleurs, il se peut qu'il y ait eu des changements internes importants qui sont intervenus dans le mode d'utilisation de l'actif ou dans le degré d'utilisation de l'actif. Peut-être que vous avez restructuré votre secteur d'activité, abandonné ce secteur d'activité ou que vous avez envisagé de vous séparer de certains actifs. Cela peut réduire significativement leur valeur. Enfin, il se peut que au niveau interne, eh bien, la performance économique de votre actif est moins bonne que celle attendue et du coup la valeur de votre actif que vous aviez estimée est également plus petite que celle que vous aviez prévue. Allez, je vous rassure, vous n'aurez pas la liste de tous les indices externes et internes à retenir, il faut juste vous rappeler que la dépréciation provient du fait qu'on a tout un ensemble d'indices qui nous laissent penser que notre actif a perdu de la valeur. Dès lors que vous avez des indices de perte de valeur, eh bien, l'entreprise va devoir effectuer à l'inventaire ce qu'on appelle un test de dépréciation. Ce test de dépréciation, ce n'est pas un test positif ou négatif comme le Covid, c'est un test qui consiste à comparer deux valeurs. On va comparer la valeur nette comptable du bien, donc la valeur pour laquelle le bien apparaît au bilan, et sa valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur évaluée à l'inventaire. Donc la valeur nette comptable, elle provient du bilan. Donc rappelez-vous comment est construit un bilan. Vous avez trois colonnes, valeur brute. La colonne du milieu, jusqu'à présent, on l'avait appelée amortissement, mais maintenant on va l'appeler amortissement et dépréciation. Et la dernière colonne s'appelle valeur nette comptable. Comment est-ce qu'on obtient la dernière colonne? Comment est-ce qu'on calcule ce qu'il y a dans la dernière colonne? Eh bien, on fait la première colonne, valeur brute, moins le cumul des amortissements, moins les éventuelles dépréciations, donc qui sont les pertes de valeur probables que l'on va constater. Donc concrètement, on compare la valeur nette comptable avec ce qu'on appelle la valeur actuelle. La valeur actuelle, on peut l'appeler aussi la valeur d'inventaire. Cette valeur d'inventaire, alors ça pourrait être facile, mais si je vous donne vraiment la réglementation, c'est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage. C'est quoi toutes ces valeurs, madame? C'est quoi? Alors, on commence par la valeur vénale d'un actif. La valeur vénale d'un actif, c'est le montant qu'on peut espérer obtenir à la clôture de l'exercice, de sa cession, c'est-à-dire de sa vente, dans des conditions normales de marché, déduction faite, bien sûr, des coûts de sortie, donc des frais qu'on peut éventuellement être amené à supporter lors de la cession. Donc, la valeur vénale, c'est une valeur de revente. La valeur d'usage d'un actif, elle, s'apprécie en additionnant la valeur des avantages économiques futurs attendus de l'utilisation de l'immobilisation et de sa sortie. Pour calculer une valeur d'usage, en fait, on doit
se servir de tous les flux de trésorerie que va générer l'actif, que l'on va actualiser à une certaine date, c'est ce que vous êtes en train de voir en mathématiques financières, et ça va nous donner cette valeur d'usage. Donc on fait la comparaison entre la valeur vénale et la valeur d'usage, et on prendra la plus élevée des deux. Dès lors que vous constatez que la valeur actuelle d'un actif, c'est-à-dire la valeur d'inventaire, est devenue inférieure à la valeur nette comptable, alors l'entreprise va devoir le constater en comptabilité afin de présenter une image fidèle de son patrimoine et une évaluation sincère de son résultat, et afin surtout de respecter le principe qui s'appelle le principe de prudence. Alors là, cette diapositive, c'était pour vous donner un petit peu de vocabulaire. Essentiellement, vous devez retenir que on va constater une dépréciation dès lors que la valeur actuelle d'un actif est inférieure à sa valeur nette comptable. Autrement dit, que la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur qui existe actuellement en comptabilité, pour faire plus simple. On va pouvoir ainsi noter la définition d'une dépréciation dans le cours. Selon l'article 322.1 du PCG, la dépréciation d'un actif, c'est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable. La valeur actuelle, c'est la valeur d'inventaire. Devenue inférieure à sa valeur nette comptable, c'est la valeur pour laquelle l'actif apparaissait en comptabilité. De fait, une dépréciation constate donc une perte de valeur probable, donc réversible, d'un élément d'actif à la suite d'événements non prévus à l'origine. J'insiste bien sur le fait qu'on a une perte de valeur probable, et en cela, la dépréciation doit être distinguée de l'amortissement. L'amortissement constate la consommation d'une immobilisation, qui est une perte de valeur irréversible. On sait que l'immobilisation va perdre de la valeur, puisque on sait qu'elle va se consommer, alors que les dépréciations sont liées à des événements qui ne sont pas prévus à l'origine, qui ne sont pas prévisibles à l'origine. Prenez tous les éléments qui peuvent faire l'objet de dépréciation. Prenons par exemple une créance client. Eh bien, une créance client va pouvoir faire l'objet d'une dépréciation parce que, eh bien, il se peut que vous ayez un client qui ait des difficultés de paiement. Pouviez-vous prévoir que ce client avait des difficultés de paiement? Alors, on peut l'envisager, mais on ne pouvait pas le prévoir avec une certitude suffisante. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les dépréciations sont des pertes de valeur probables et qu'on ne peut pas les prévoir au départ. Après cette première partie de cours un petit peu difficile en termes de vocabulaire, on va essayer de rendre tout ça plus facile avec un exemple assez simple. Prenons une entreprise qui achète des titres. En l'occurrence, on va considérer qu'elle a acheté une action, pour que ce soit simple. Cette action, elle l'a achetée le 13 mars de l'année L. Ne me demandez pas pourquoi le 13 mars, c'est juste pour vous faire un petit rappel, on ne sait jamais, des fois que vous oubliez, 13 mars. Donc le 13 mars, une entreprise a acheté un titre, on va considérer que ce titre, elle l'a acheté à un prix d'achat de 100 €. Ce titre, elle va le garder dans son patrimoine, puisque ça lui fait un placement. On va considérer que c'est un titre immobilisé de l'activité de portefeuille, donc un titre que l'entreprise achète sur le long terme. Et donc elle va le garder comme ça successivement sur plusieurs exercices. Mais à chaque inventaire, donc à chaque fin d'année, l'entreprise va devoir évaluer cet élément d'actif pour le faire apparaître au bilan. On sait que la valeur d'origine de ce titre est de 100. Quelle est la valeur au 31 décembre de l'année N? Par hypothèse, je considère qu'au 31 décembre de l'année N, le cours du titre a diminué. Le cours du titre a diminué, est-ce que c'était prévisible? Eh bien non, ce n'était pas prévisible. On peut envisager le fait que le cours du titre augmente ou diminue, mais je ne peux pas savoir avec certitude que le cours du titre va diminuer. Donc il s'agit donc ici à l'inventaire de constater cette perte probable de valeur qui est liée à des événements qui n'étaient pas prévisibles, et cette perte probable de valeur va se constater avec ce qu'on appelle une dépréciation. Pour déterminer le montant de cette dépréciation, vous allez évaluer la perte probable de valeur. Donc concrètement, ici, vous avez une perte probable de valeur qui est de 20. Pourquoi? Parce que le titre est passé de 100 à 80. Ce n'est qu'une perte probable de valeur, mais pas certaine. Pourquoi? Parce que le titre, en fait, on va le garder. Donc tant qu'on le garde, on est toujours sur une probabilité de perdre 20, mais pas une certitude. Ça deviendra certain que quand on vendra effectivement le titre. Donc la dépréciation nécessaire est de 20, et vu que je viens d'acheter le titre, eh bien il n'existait pas de dépréciation dans ma comptabilité sur le titre en question. Eh bien en comptabilité, je vais constater une dépréciation, et pour augmenter une dépréciation, on dit que j'enregistre une dotation aux dépréciations,
ici pour un montant de 20. Voyons maintenant ce qui se passe à l'exercice suivant, puisque j'ai considéré ici que le titre, je le gardais sur plusieurs exercices. À l'exercice suivant, au 31 décembre de l'année N+1, je constate que mon titre a de nouveau perdu de la valeur. Il avait une valeur de 80 au dernier exercice, et il a désormais une valeur de 50. Le montant de la perte probable sur cet élément est donc désormais de 50. En effet, je l'ai acheté 100 et aujourd'hui il vaut 50. Donc si aujourd'hui je devais vendre le titre, je perdrais 50. Heureusement, je ne le vends pas, je le garde. La dépréciation nécessaire est de 50, mais j'avais déjà enregistré une dépréciation l'année dernière sur ce titre car il avait déjà perdu de la valeur. Autrement dit, il existe actuellement en comptabilité une dépréciation de 20. De fait, en comptabilité, je vais devoir augmenter le montant de la dépréciation existante. Et pour augmenter cette dépréciation, je vais enregistrer une nouvelle dotation, mais cette fois-ci une dotation de 30. L'année dernière, j'avais déjà enregistré une dotation de 20, et là, une dotation de 30. J'ai bien du coup une dépréciation désormais dans ma comptabilité qui sera de 50. Voyons ce qui se passe à l'inventaire suivant. Au 31 décembre N+2, le cours du titre est passé à 60. Donc le cours du titre a réaugmenté. Je sais que dans ma comptabilité, il existe actuellement une dépréciation à hauteur de 50. Mais le montant de la dépréciation nécessaire n'est maintenant plus que de 40. Pourquoi 40 ? Parce que regardez l'écart entre le cours d'achat et le cours à l'inventaire. On fait 100 moins 60. Il y a donc une perte probable qui existe sur cet élément d'actif à l'inventaire qui est de 40. La dépréciation existante en comptabilité était de 50. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il va falloir réduire le montant de la dépréciation existante dans ma comptabilité qui est devenu trop important. Et bien pour réduire une dépréciation, l'inverse d'une dotation finalement, je vais enregistrer ce que j'appelle une reprise. Les dotations constatent un appauvrissement du patrimoine et donc s'enregistrent en charge, alors que les reprises, vous le verrez, vont s'enregistrer dans les comptes de produits pour montrer que le patrimoine augmente. On continue au prochain inventaire. Promis, c'est le dernier. Au 31 décembre N+3, le cours de mon action ici passe à 120 €. Je vais alors constater le montant de ma dépréciation nécessaire. Quel est le montant de ma dépréciation nécessaire ? Eh ben, il n'y en a pas, car une dépréciation, c'est une perte probable. Or, dans le cas présent, il n'y a plus de perte probable. Il y a ce qu'on appelle une plus-value latente. Parce que si je vendais mon titre aujourd'hui, je ferais une plus-value. Mais le principe de prudence, il dit qu'il ne faut pas enregistrer les plus-values, il faut juste enregistrer les moins-values latentes. De fait, le montant de la dépréciation nécessaire est de 0, le montant de la dépréciation existante est de 40, et je vais enregistrer simplement une reprise pour un montant de 40. Mais je ne vais pas constater que la valeur de mon titre a augmenté. Je suis prudent, donc je ne constate que les incertitudes qui risquent de diminuer mon patrimoine. On retiendra donc que les dépréciations ne sont pas irréversibles. On peut ajuster le montant des dépréciations lors des exercices suivants. Si vous constatez qu'un actif a une perte de valeur qui s'est aggravée, alors vous allez augmenter le montant de la dépréciation en constatant une dotation complémentaire, donc une charge complémentaire qui va diminuer le résultat. Si vous constatez au contraire que la perte de valeur de votre actif a diminué, donc l'actif a repris de la valeur, donc vous allez réduire le montant de la dépréciation en effectuant une reprise. Et si cette perte de valeur a disparu, eh bien vous allez pouvoir annuler complètement la dépréciation en effectuant là aussi une reprise. Les dépréciations peuvent concerner les différents éléments de l'actif. Vous vous rappelez de ce qu'il y a dans un actif ? Je vous ai mis un petit bilan pour que vous ayez ça sous les yeux. Donc il y a deux catégories d'actifs, l'actif immobilisé et l'actif circulant. Dans l'actif immobilisé, vous avez les immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Parmi ces immobilisations, si vous vous rappelez bien, on a dit que certaines immobilisations incorporelles et corporelles faisaient l'objet déjà d'amortissement. Mais les immobilisations financières ne pouvaient pas s'amortir au même titre que les terrains qui ne pouvaient pas non plus s'amortir car il n'y a pas de durée prévisible à l'utilisation qu'on va faire de ces immobilisations. Pour l'actif circulant, il y a les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités. Ce sont des éléments qui ne s'amortissent pas. Eh bien, au niveau des dépréciations, sachez que tous les éléments de l'actif immobilisé ou presque peuvent faire l'objet de dépréciation. Donc parmi les immobilisations non amortissables notamment, les immobilisations financières qui comprennent notamment des titres qui sont possédés par l'entreprise, donc à long terme, actions ou obligations, eh bien ces titres, on vient de le voir, peuvent avoir une valeur qui diminue à l'inventaire,
sans que l'on puisse prévoir de façon certaine que le titre va perdre de la valeur. Hein. Donc c'est pour insister sur le fait que les dépréciations sont des pertes probables, on ne peut pas le prévoir, alors que les immobilisations amortissables, elles, on sait qu'elles vont perdre de la valeur du fait de la consommation des avantages économiques. Donc concrètement, les immobilisations financières vont faire l'objet de dépréciation. De même, les terrains peuvent également se déprécier. Imaginons qu'on ait un terrain qui a une certaine valeur et puis qu'il y a un projet de création d'une décharge à côté de ce terrain. Eh bien forcément la valeur de votre terrain risque de diminuer et donc vous allez évaluer cette perte de valeur probable. Mais parmi les immobilisations amortissables, on peut également constater des dépréciations. En effet, une immobilisation peut se consommer plus rapidement que ce que prévoyait le plan d'amortissement. Il faudra alors ajuster le plan d'amortissement en conséquence et revoir ces plans en fonction d'un test de dépréciation. Alors le cas des dépréciations d'immobilisation amortissable ne sera pas étudié dans le cadre de ce cours qui reste un cours d'introduction. Vous ferez ça si vous continuez dans le domaine de la comptabilité. Les éléments de l'actif circulant peuvent également faire l'objet de dépréciation. Ça sera le cas des stocks. Pourquoi? Parce que certains produits, certaines marchandises, certaines matières premières qui sont présentes en stock peuvent devenir quasiment invendables parce qu'ils vont être démodés. Ça va être le cas de certains vêtements, abîmés parce qu'ils ont mal été stockés ou mal été conservés. De la même façon qu'on peut amortir les immobilisations, on peut déprécier les immobilisations financières, les valeurs mobilières de placement, qui sont des titres que l'entreprise achète dans l'intention de les conserver à court terme, peuvent perdre de la valeur entre la date d'achat et la date d'inventaire. Et bien, si vous constatez à l'inventaire que vos valeurs mobilières de placement ont un cours qui a diminué, eh bien, vous allez le constater par une dépréciation pour ne pas surévaluer la valeur de vos titres à l'inventaire. Enfin, en ce qui concerne vos créances, les créances, c'est ce que vous doivent les clients, hein, eh bien, vous allez avoir peut-être des éléments qui vous font penser que ces clients ont des difficultés financières. Alors déjà, ils peuvent avoir des retards de paiement, mais vous pouvez être informé que le client est en liquidation ou en redressement judiciaire. Vous allez alors devoir évaluer à l'inventaire le montant des pertes probables sur ces clients, c'est-à-dire le montant qu'ils ne vont pas vous payer, voire même le montant des créances irrécouvrables. Donc une créance irrécouvrable, c'est une créance que vous ne pourrez pas récupérer parce que le client est devenu insolvable. Comment vont se traduire les dépréciations en comptabilité? Eh bien, je vais vous faire découvrir ici les écritures comptables que l'on va constater à l'inventaire. Dès lors que vous voulez constater une perte probable sur un élément d'actif, vous allez devoir enregistrer ce qu'on appelle une dotation aux dépréciations. Cette dotation aux dépréciations constate une perte probable, donc du coup elle appauvrit l'entreprise. Forcément, on va l'enregistrer dans un compte de charge. Donc à gauche, vous allez retrouver un compte de charge qui va commencer par 68, et selon la nature de la dépréciation, vous aurez des comptes de dotation aux dépréciations à caractère d'exploitation ou éventuellement à caractère financier. En contrepartie, vous allez devoir constater que votre élément d'actif a perdu de la valeur, et ça va marcher un petit peu comme les comptes d'amortissement. Vous savez, les comptes d'amortissement, quand je veux les faire apparaître dans le bilan, eh bien, je prends le compte de l'immobilisation concernée, je mets un 8 en deuxième position, ça me donne mon compte d'amortissement. Eh bien, pour les comptes de dépréciation, c'est pas une codification 8, mais c'est une codification 9 que l'on utilise en deuxième position. Exemple, je voudrais que vous me trouviez le compte de dépréciation des stocks de matières premières. Comment vous faites? Vous allez dans votre plan de compte, vous cherchez le compte de stock de matières premières, qui est le compte 31, 310, et vous allez rajouter un 9 en deuxième position, ça vous donne le compte 391, dépréciation des stocks de matières premières. Si je veux que vous me trouviez le compte dépréciation, on va dire, des valeurs mobilières de placement, actions. Vous allez chercher le compte valeurs mobilières de placement actions, c'est le compte 503, et vous rajoutez un 9 en deuxième position, ça vous donne le compte 5903, dépréciation des valeurs mobilières de placement. Hein, donc je pense que vous avez à peu près compris, c'est comme pour les amortissements, codification 9 à la place de la codification 8. Sachez que les dotations aux dépréciations, comme les dotations aux amortissements, sont des charges qui n'ont pas d'impact sur la trésorerie de l'entreprise. Regardez votre écriture ici. Vous ne voyez pas de compte banque ou de compte de trésorerie qui apparaît. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce sont des charges calculées et non décaissées. Donc elles ne feront pas diminuer la trésorerie de l'entreprise.
Il se peut, je vous l'ai dit, que la valeur de la perte probable de l'élément d'actif diminue. Donc finalement, la valeur de l'actif remonte. Dans ces cas-là, vous allez devoir constater une reprise sur dépréciation. Une reprise sur dépréciation, vous l'avez compris, si la perte probable diminue, c'est que finalement notre patrimoine réaugmente. Et donc on va constater cette reprise sur dépréciation avec un compte de produit qui va constater l'augmentation du patrimoine de l'entreprise. Ce compte de produit s'inscrit au crédit, comme tous les comptes de produit, et en contrepartie, vous réduirez le montant de la dépréciation en mettant le compte de dépréciation au débit. Donc un compte de dépréciation est un compte qui augmente lorsqu'on le crédite et qui diminue lorsqu'on le débite. Et il apparaîtra dans le bilan comme un compte soustractif de la valeur brute. Les reprises, elles aussi, sont des produits que l'on qualifie de produits calculés, car elles constatent simplement une augmentation du patrimoine de l'entreprise, mais elles n'ont là encore pas d'impact sur la trésorerie de l'entreprise. Quand vous constatez une reprise, vous ne récupérez pas d'argent. C'est ce que ça veut dire. Voilà pour cette première partie de cours qui, je vous l'accorde, est un petit peu compliquée puisqu'il y a du nouveau vocabulaire, des nouvelles notions. Il va falloir bien assimiler ces nouvelles notions et notamment la notion de dépréciation. Je vous invite de fait à bien relire votre cours et éventuellement à revoir plusieurs fois la vidéo pour vous permettre d'assimiler, d'enregistrer ces définitions. Dans les vidéos suivantes, nous allons aborder plus en détail l'enregistrement de certaines dépréciations des éléments d'actifs, en l'occurrence les dépréciations des stocks, des créances et des titres. N'hésitez pas à mettre cette vidéo dans vos favoris, à vous abonner aux vidéos de la chaîne, mais je suis sûre que vous êtes déjà tous abonnés, que vous avez déjà tous activé la cloche de notification. Et n'hésitez pas à me faire un retour ou à poser vos questions dans les commentaires. A très bientôt et même à tout de suite dans la prochaine vidéo qui porte sur les dépréciations des stocks.